j'ai entendu Antoine murmurer à son amante, Clémence est juste un poids mort. Ce bébé aussi. Mon monde s'est effondré sous la pluie battante, tandis qu'il abandonnait notre modeste vie pour des pantous et des milliards d'euros. Cette richesse tant convoitée, bâtie sur le mépris, semblait intouchable. Mais un acte de cruauté si public, si choquant, a allumé une étincelle. Ils regretteront leurs paroles, leurs actions. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. L'ouragan Irène rugissait sur la piste privée de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. La pluie tombait avec force sur l'asphalte mouillé. Un élégant jet privé, un G650 de Gulfstream, scintillait sous les projecteurs, ses moteurs vrombissant comme un prédateur sur le point de décoller. À côté de l'avion, Clémence Dupont, 27 ans, tenait son ventre de 6 mois tout en suppliant son compagnon, Antoine Lefebvre. « Et s'il te plaît, ne me quitte pas ainsi », murmura-t-elle, la voix entrecoupée. Ses yeux, pleins de larmes, imploraient la compassion. La mâchoire d'Antoine se serra, l'irritation gravée sur chaque ligne de son visage. « Mais tu n'es qu'un poids mort, Clémence. Il y a une vie qui m'attend, une vie dans laquelle tu ne rentreras jamais. » À côté de lui, la séduisante et ambitieuse Camille Petit sourit triomphalement, ses lèvres rouges se tordant en un sourire de victoire. Elle enlaça sa main avec celle d'Antoine, comme pour marquer son territoire. La pluie s'intensifia. Clémence glissa, ses genoux cédant. Lorsqu'elle tenta de retenir le bras d'Antoine, il la repoussa. Ce ne fut pas un accident, ce fut un acte délibéré. Son corps heurta le sol avec un bruit sourd, l'impact résonnant dans son ventre. Une douleur intense traversa son abdomen. Les cris des gens qui s'abritaient de la pluie sous. Quelqu'un appela la sécurité. Clémence, la main tremblante, la porta à son estomac. Elle sentit une chaleur et quand elle la retira, il y avait du sang. Un cri fut étouffé dans sa gorge. À travers sa vision trouble, elle chercha sur le visage de son compagnon une trace de regret. Il n'y en avait aucune, seulement de l'impatience. « Lève-toi. » Il aboya, tirant Camille près de lui, comme si la souffrance de Clémence était un simple inconvénient. « Mais tu me fais honte », murmura la foule avec étonnement. Les téléphones se levaient, les flashs crépitaient. Camille murmura à l'oreille d'Antoine. Sa voix pouvait à peine être entendue au milieu du bruit de l'ouragan. « Elle n'est rien de plus qu'un obstacle. » La tête de Clémence tourna. Elle sentit son corps faiblir. Elle se recroquevilla pour protéger son enfant et sentit son monde s'écrouler. Alors, des pas fermes, décidés, sans hésitation, furent entendus. Un homme grand sortit des ombres du terminal. L'eau de pluie trempa ses cheveux foncés et son manteau coûteux. C'était Baptiste Moreau, le millionnaire que personne ne s'attendait à voir, en dehors des salles de réunion et des gros titres. Il s'agenouilla à côté de Clémence. Sa voix était ferme, autoritaire. « Elle est avec moi », dit-il au spectateur stupéfait. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine, avec un regard qui fit taire toutes les moqueries. « Cette femme est mon épouse et si quelqu'un pose la main sur elle, il aura affaire à moi. » La déclaration brisa le silence de la tempête comme un coup de tonnerre. Les yeux de Clémence s'ouvrirent en grand. Elle tenta de protester, mais ses lèvres pouvaient à peine articuler des mots. Baptiste glissa son bras sous les épaules de Clémence, la protégeant de la pluie avec son corps. « Tu es en sécurité ?» Il murmura assez bas pour qu'elle seule puisse entendre. Le visage d'Antoine devint blanc. La rage et l'incrédulité s'entrechoquaient. « Elle est à moi », cracha-t-il, sa voix presque étouffée par le rugissement des moteurs du jet. Mais Baptiste serra son étreinte, soulevant Clémence doucement mais fermement. Son regard ne vacilla jamais. La foule éclata, certains en applaudissements, d'autres en cris de stupéfaction. Le sourire de Camille s'effaça. Les caméras crépitèrent plus vite, capturant le moment qui ferait la une des journaux du monde entier. Clémence s'accrocha faiblement à la poitrine de Baptiste. Sa respiration était haletante, sa vision s'estompait.
La sirène d'une ambulance qui approchait résonnait de plus en plus près et alors une forte contraction parcourut son corps, arrachant un cri de ses lèvres. La tempête dehors n'était rien comparée à la tempête en elle. Son bébé naîtrait cette nuit-là, les chemins de la vie. Bien avant la tempête à l'aéroport, Clémence avait mené une vie si ordinaire que personne n'aurait pu prévoir son destin. Elle était née dans un quartier paisible de Lyon, la fille d'un professeur et d'une fleuriste. Ses parents lui avaient appris que la dignité venait de la bonté et que la force portait souvent le visage du silence. Clémence grandit avec des vêtements d'occasion, des repas simples et faits maison et des rêves qui s'étendaient bien au-delà de l'horizon de son petit quartier. Elle excella en littérature, attirée par les histoires où les héroïnes supportaient les épreuves et en ressortaient plus fortes. L'université était un espoir lointain. Cependant, elle travaillait la nuit dans un petit café de quartier, économisant chaque pourboire dans une vieille enveloppe. À 20 ans, elle obtint une bourse d'études pour l'enseignement, la première de sa famille à franchir la porte d'une salle de classe universitaire. C'est là qu'elle rencontra Antoine Lefèvre. Il n'était pas riche, mais c'était un vendeur corporatif prometteur avec un sourire éblouissant, un costume impeccable et des promesses qui brillaient comme du cristal sous la lumière du soleil. Antoine l'entraîna dans un tourbillon de promenades nocturnes en voiture, de fleurs laissées devant sa résidence et de déclarations d'amour éternel murmurées sous des cieux étoilés. Pour Clémence, qui n'avait connu qu'une affection modeste, il semblait l'homme pour lequel elle avait prié. Quand Antoine la demanda en mariage après 1 an, les amis de Clémence la prévinrent qu'il était ambitieux, mais elle crut que l'amour pouvait adoucir les angles et dit oui. Leur mariage fut simple, seulement la famille, une robe empruntée et une salle louée, illuminée, avec des guirlandes lumineuses. Elle pensait entrer dans une histoire de bonheur éternel. Au début, leur mariage fut doux. Ils vivaient dans un petit appartement où Clémence cuisinait des pot-au-feu, corrigeait des copies d'élèves et attendait qu'Antoine rentre du travail. Il rentrait à la maison avec des histoires d'affaires conclues et de clients conquis, parlant toujours de l'avenir qu'il construisait. Elle croyait en lui, elle lui faisait confiance. Quand Clémence découvrit qu'elle était enceinte, elle ressentit de la peur, mais aussi de l'espoir. Elle s'imaginait des nuits à bercer son bébé, les mains d'Antoine fermes sur son épaule, les trois formant une petite équipe contre le monde. Pendant un bref instant, Antoine sembla enthousiaste. Il parla de berceau et de nom, il embrassa même son ventre comme s'il le sentait vraiment. L'ambition a des dents acérées. Au fil des mois, Antoine devint inquiet, se plaignait des factures, se moquait d'elle pour travailler trop peu et riait des changements que la grossesse avait apportés à son corps. Ses mots, autrefois tendres, devinrent cinglants. Il passait plus de nuits à travailler tard, rentrant à la maison avec un parfum qui n'était pas le sien. Clémence tenta d'ignorer les murmures. Elle se dit que le stress avait empoisonné son esprit et que l'homme qu'elle aimait était toujours enfoui en lui. Mais au fond d'elle, elle sentit que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle n'était plus sa partenaire, elle était un fardeau. Malgré tout, elle s'accrocha à l'idée de son bébé, aux vœux, au souvenir de l'homme qu'il avait été autrefois. Ses parents lui avaient enseigné que la loyauté était sacrée, et elle s'accrocha à cette leçon, même si Antoine s'éloignait de plus en plus. Le point de rupture arriva quand Camille apparut, une femme plus jeune, plus ambitieuse, sonde de son rôle d'amante d'Antoine. Clémence sentit le coup, mais elle ravala sa douleur. Elle portait son enfant, donnait ses cours et priait pour que l'amour puisse encore racheter Antoine. Elle n'aurait jamais imaginé que la rédemption ne viendrait pas de son compagnon, mais d'un étranger, dont les pas résonneraient un jour sur une piste d'aéroport au milieu d'une tempête. Cet étranger s'appelait Baptiste Moreau, la confrontation de deux vies. Antoine Lefèvre n'était pas né dans la richesse. Il grandit dans un petit appartement au-dessus d'un caviste, le fils d'un père amer qui dépensait chaque salaire en Paris et d'une mère qui avait 2 emplois juste pour garder les lumières allumées. Dès le début, Antoine jura qu'il ne serait plus jamais piégé dans la pauvreté. Il méprisait l'odeur de la bière bon marché, le son des factures impayées frappant la table et l'humiliation de porter des chaussures d'occasion qui grinçaient à chaque pas. L'ambition brûlait en lui comme un feu. À l'école, il était le garçon qui prenait des raccourcis, mais d'une manière ou d'une autre, il obtenait de bonnes notes. Il n'était pas le plus intelligent,
Mais il était persuasif. Il pouvait vendre un projet raté comme un coup de génie et convaincre les professeurs de lui donner une autre chance. Ce don pour la manipulation devint sa plus grande arme. Après l'université, Antoine décrocha un emploi de vendeur dans une entreprise technologique. Il travaillait de longues heures, non par passion, mais parce qu'il aspirait au pouvoir. Il apprit à flatter les patrons, à voler le mérite des idées des autres, à se rendre indispensable. À 28 ans, il avait obtenu une promotion à la présidence et avec elle un salaire qui lui donnait un avant-goût de la vie qu'il avait toujours voulu. Clémence avait été son ancre pendant ses premières années. Sa chaleur adoucissait les aspérités de son ambition, mais à mesure que les revenus d'Antoine augmentaient, son arrogance aussi. Le modeste appartement ne le satisfaisait plus. Il voulait des pantouses, des costumes sur mesure, des voitures de luxe avec des intérieurs en cuir qui sentaient la conquête. Les pot-au-feu et les mots gentils de Clémence commencèrent à paraître insignifiants face à l'éclat de son nouveau monde. Lors des soirées d'entreprise, Antoine prospérait. Il serrait la main des dirigeants, riait trop fort à leurs blagues et avait toujours une coupe de champagne à la main. Plus il montait, plus il regardait Clémence avec dédain. Elle restait l'enseignante aux mains tachées d'encre et aux vêtements simples. Elle ne correspondait pas à l'image brillante qu'il se construisait. Le changement final arriva le jour où il rencontra Camille Petit. C'était une associée junior ambitieuse dans son entreprise, jeune, élégante et avide d'ascension. Là où Clémence voyait les défauts d'Antoine, Camille nourrissait son ego. Elle lui disait qu'il était brillant, destiné à la grandeur. Elle devint le miroir qui reflétait l'homme qu'il voulait croire être. Cela commença par des déjeuners, puis des réunions nocturnes et bientôt une liaison. Clémence, qui portait son enfant, fut encore plus repoussée dans l'ombre, tandis que Camille devenait son secret scintillant. Mais Antoine n'avait aucune honte. Il paradait avec Camille dans des clubs exclusifs, lui murmurait des promesses à l'oreille et se disait qu'il le méritait. Après tout, il s'était battu pour partir de rien. Il n'avait pas gagné le droit de profiter de tout ce que la vie pouvait offrir. L'arrogance devint dangereuse. Il pariait les fonds de l'entreprise, soudoyait des clients avec des cadeaux luxueux et mentait aux investisseurs. Chaque risque le rendait plus audacieux. Chaque victoire le convainquait qu'il était intouchable. Il regardait Clémence non pas comme une épouse, mais comme un rappel de la vie petite et faible qu'il voulait effacer. Quand Clémence le supplia à l'aéroport, Antoine avait déjà réécrit son histoire. Dans son esprit, elle n'était pas une partenaire, elle était une ancre qui le tirait vers le bas. Et les ancres, croyait-il, étaient faites pour être larguées. Mais le destin a une façon d'humilier les hommes qui confondent cruauté et force. Antoine était sur le point d'apprendre que sa plus grande chute ne viendrait pas de ses ennemis, mais de la femme qu'il avait trahie. La nuit de l'ouragan à l'aéroport n'était pas un accident. Antoine l'avait orchestré avec précision, décidé à faire une déclaration tant à Clémence qu'au monde. Son jet privé l'attendait sur la piste, le symbole définitif du succès auquel il aspirait. Camille s'accrocha à son bras, vêtu d'un imperméable de créateur qui brillait sous la pluie. Juste l'amante, qui pensait avoir déjà gagné. Clémence était près des portes du terminal. Son manteau fin n'était pas suffisant pour le froid. Une main sur son ventre, l'autre agrippant le bord de sa petite valise. Son visage était pâle. L'épuisement pesait sur ses traits, mais ses yeux avaient un éclat d'espoir désespéré. Elle pensa qu'elle pourrait peut-être le raisonner, lui rappeler la vie qui grandissait en elle. « Antoine, s'il te plaît » cria-t-elle, sa voix se brisant alors qu'elle trébuchait sur le trottoir mouillé. « Je suis ta femme. Je porte ton enfant. Ne me quitte pas comme ça. » Le pas d'Antoine ne vacilla pas. Ses yeux, autrefois remplis de chaleur quand il la regardait, ne montraient maintenant que du mépris. « Tu n'es qu'un poids mort, Clémence, » cracha-t-il, tirant Camille près de lui. « J'ai un avenir et tu n'en fais pas partie. » La petite foule d'employés et de la sécurité se figea. Leurs yeux passèrent du couple glamour à l'épouse brisée qui les poursuivait. La pluie tombait avec plus de force. Les larmes de Clémence se mêlaient au mascara qui coulait sur ses joues alors qu'elle l'atteignait, agrippant son bras pour garder l'équilibre.
C'est alors qu'Antoine la poussa. La poussée ne fut pas douce, ce ne fut pas un dérapage de tempérament, ce fut délibéré. Le corps de Clémence heurta le sol avec une force qui lui noua l'estomac. Elle s'étouffa. Un cri aigu sortit de sa gorge tandis que la douleur irradiait dans son abdomen. Sa main vola à son estomac et quand elle la retira, il y avait du cramoisi dans sa paume. La couleur brilla sous les lumières de la piste, laissant les spectateurs silencieux. « Antoine !» cria-t-elle, sa voix résonnant sur la piste, mais son mari secoua seulement la tête, le visage tordu de dégoût. « Mais tu aurais dû rester à la maison, » cracha-t-il. « Regarde-toi maintenant, pathétique. » Camille sourit, ses yeux regardant Clémence avec une froide amusement. « Laisse-la pourrir » murmura-t-elle à l'oreille d'Antoine, assez fort pour que Clémence l'entende. Les téléphones se levèrent, les caméras crépitèrent. En quelques secondes, la scène fut capturée, le puissant homme d'affaires abandonnant son épouse enceinte sous la pluie tout en s'accrochant à son amante. Les murmures parcoururent la foule, les potins se répandirent comme une traînée de poudre. Clémence tenta de se lever, mais une autre vague de douleur écrasa sa force. Ses genoux fléchirent et elle s'effondra de nouveau. « Le bébé » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Et alors, à travers la tempête, des pas se firent entendre. Ils n'étaient pas pressés, mais fermes, délibérés, fendant le chaos comme une lame. Un homme émergea des ombres du terminal, sa silhouette haute et imposante. La tempête sembla s'arrêter autour de lui. C'était Baptiste Moreau, le millionnaire que personne ne s'attendait à voir là. Ses yeux se fixèrent sur Clémence. Puis ils se tournèrent vers Antoine avec une acuité qui pouvait couper l'acier. « Mais tu en as assez fait » dit Baptiste, sa voix tranquille mais retentissante. Il s'interposa entre Clémence et Antoine, s'agenouillant à côté d'elle. La pluie trempa son manteau, mais il ne s'en soucia pas. Il la souleva doucement dans ses bras, protégeant son corps tremblant de la pluie. Puis, assez fort pour que tous entendent, Baptiste déclara « Cette femme est mon épouse et je la protégerai avec tout ce que j'ai. » La foule haleta. Le visage d'Antoine devint livide. Les caméras crépitèrent sauvagement et Clémence, s'accrochant à la conscience, réalisa que le monde venait d'assister au moment où sa vie et l'empire d'Antoine commençaient à s'effondrer dans la lutte pour la vie. L'ambulance se fraya un chemin à travers les rues inondées, sa sirène hurlant comme un animal blessé. À l'intérieur, les lumières fluorescentes clignotaient contre la peau pâle de Clémence. Elle était attachée à la civière. Sa respiration était faite de halètements courts et saccadés. Ses mains, tremblantes, agrippèrent la manche de Baptiste, comme si sa présence la rattachait à la vie. « Et s'il te plaît, mon bébé » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Les larmes coulaient sur ses joues, se mêlant à la pluie qui s'accrochait encore à ses cheveux. « Ne le laisse pas arriver quoi que ce soit. » Baptiste se pencha près d'elle. Son ton était ferme, même si la peur gravait des lignes sur son visage. « Ils sont en sécurité. Tous les deux sont en sécurité, je te le promets. » Il serra fermement sa main contre sa poitrine, afin qu'elle puisse sentir ses battements de cœur, forts et inébranlables. « Tiens bon, Clémence. Je ne vais nulle part. » Les paramédicaux échangèrent des regards. « Mais elle se dilate trop vite, » murmura l'un d'eux. « Ce bébé arrive ce soir, que nous soyons prêts ou non. » Les sanglots de Clémence devinrent plus profonds. Elle avait rêvé d'une chambre d'hôpital tranquille, Antoine à ses côtés lui murmurant des mots réconfortants pendant qu'elle mettait son enfant au monde. Au lieu de cela, son mari l'avait laissé saigner sur le trottoir. L'homme en qui elle avait autrefois confiance avait choisi une autre femme au détriment de son enfant à naître. La civière trembla lorsque l'ambulance tourna brusquement. Clémence cria, se cambrant contre les sangles. « Pourquoi, Antoine » haleta-t-elle. « Pourquoi n'ai-je pas été suffisante » Baptiste resserra son étreinte sur sa main. Ses yeux s'adoucirent, remplis de quelque chose de féroce et de protecteur. « Ne gaspille plus un souffle pour lui. Il ne le mérite pas. Toi et ton enfant, c'est ce qui compte maintenant. »
Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'urgence, le chaos éclata. Médecins et infirmières se précipitèrent pour les accueillir, emmenant Clémence à travers des couloirs étroits, qui sentaient l'antiseptique et le désespoir. Un traumatisme abdominal grave et possible décollement placentaire, cria un médecin. Nous avons besoin d'une salle d'accouchement prête maintenant. Si nous n'agissons pas tout de suite, la mère et l'enfant sont en danger. La panique de Clémence s'intensifia. Ses cris emplirent l'espace stérile. « S'il vous plaît, sauvez mon bébé », supplia-t-elle. Sa voix était rauque et désespérée. « Ne le laissez pas mourir à cause de moi. » Les infirmières lui mirent de l'oxygène, mais ses yeux écarquillés et terrorisés restèrent fixés sur Baptiste. Elle tenta de lever sa main vers lui et il la saisit instantanément. « Je suis là », assura-t-il, marchant à côté de la civière, même pendant que les portiers essayaient de le repousser. Sa présence devint son ancre. « Tu n'es pas seule, Clémence ? Tu m'entends ? Tu ne le es plus ?» La porte s'ouvrit sur la salle d'accouchement. Les machines bipaient, les gants claquaient, les ordres volaient comme des balles dans l'air. Clémence cria de nouveau en serrant la main de Baptiste, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même, elle se battait pour la vie en elle, la seule chose pure qu'Antoine avait tenté de jeter. Sa poitrine se souleva tandis qu'une autre contraction la déchirait. « Et dites-moi qu'il va vivre », supplia-t-elle au médecin en sanglotant si fort que sa voix se brisa. « Et s'il vous plaît, dites-moi que mon bébé va vivre. » Le médecin regarda Baptiste puis de nouveau Clémence. « Nous ferons tout ce que nous pourrons. » Baptiste se pencha près d'elle, sa voix aussi ferme qu'une pierre. « Il va vivre, Clémence, et toi aussi. Je ne laisserai aucun de vous deux partir. » Et tandis que les moniteurs bipaient et que le corps de Clémence se convulsionnait dans le combat de sa vie, la tempête dehors battait plus fort, faisant écho à la tempête qui ravageait son fragile cœur. Pendant que les cris de Clémence résonnaient dans la salle stérile de l'hôpital, Antoine Lefebvre levait une coupe de champagne dans une suite pentouse avec vue sur la ville inondée par la tempête. Il se pencha en arrière dans un fauteuil en cuir, sa veste de smoking jetée sur le côté, sa cravate desserrée. Camille Petit était allongée devant lui, enroulée comme un chat sur le canapé de velours, sa robe rouge épousant chaque courbe. Au nouveau départ, ronronna-t-elle, cognant sa coupe contre la sienne. Le cristal tinta, se moquant de leur joie. Antoine sourit, buvant sa boisson d'un seul trait. « À la liberté », corrigea-t-il. « Et fini les plaintes sur les factures, fini le poids mort. » Clémence me freinait. Maintenant je peux me concentrer sur la vie que je mérite. Camille inclina la tête, ses yeux brillants. Et qu'en est-il du bébé? Antoine fit un geste de la main avec dédain, se servant un autre verre. Un poids mort aussi. Cet enfant n'a jamais fait partie du plan. Je n'ai pas lutté pour partir de rien pour rester coincé avec des couches et des tétés à minuit. Elle s'en sortira ou pas? Peu importe, ce n'est pas mon problème. Camille rit doucement, bien qu'il y ait une nervosité dans son rire. Froid, Antoine, même pour toi. Il se pencha en avant, posant son verre avec un bruit sourd. Mais tu penses que je me soucie de ce que les gens disent? J'ai passé toute ma vie à ramper hors du caniveau. Maintenant j'ai de l'argent, du pouvoir, des relations. Clémence n'était qu'une ombre de ce que j'étais autrefois. Toi. Sa main glissa sur la cuisse de Camille. Mais tu es mon avenir. Camille leva un sourcil, mais elle ne recula pas. Elle avait joué le jeu assez longtemps pour savoir ce qu'Antoine voulait vraiment dire. Elle était son accessoire, la preuve qu'il pouvait s'élever dans la vie et pour l'instant, cela lui convenait. Un éclair traversa l'horizon, illuminant la courbe présomptueuse de la bouche d'Antoine. Il visualisait déjà les gros titres qu'il voulait. Le magnate de la technologie étend sa portée mondiale. Il s'imagina photographier sur des yachts, lors de galas, dans des salles de réunion. Camille à son bras, Clémence effacée de l'existence, mais sous le tonnerre, une autre tempête se formait. Déjà, les murmures de l'incident à l'aéroport se propageaient en ligne.
des passagers et des employés avaient filmé la poussée sur leur téléphone, publiant des vidéos floues d'une femme enceinte s'effondrant sur le trottoir mouillé. Les images étaient floues, mais la cruauté était indubitable. À l'aube, ces vidéos allaient exploser sur les réseaux sociaux. Le visage d'Antoine serait marqué par la honte qu'il n'avait pas encore ressentie. Pour l'instant, cependant, il se délectait dans l'ignorance. Camille lui servit plus de champagne, se blottissant à ses côtés. « Et qu'est-ce qui suit maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant que tu l'as libéré ?» Antoine rit, son ton dégoulinant d'arrogance. « Ce qui suit. Je monte plus haut que quiconque n'aurait jamais cru possible. Quand Clémence découvrira comment se relever, je serai intouchable. » Camille se pencha vers lui, mais ses yeux se tournèrent vers les fenêtres battues par la pluie. Elle avait déjà vu des hommes puissants tomber auparavant, et quelque chose, dans la façon dont Antoine s'était débarrassé de Clémence, l'inquiétait. Une femme jetée, qui n'avait rien à perdre, pouvait être plus dangereuse que 1000 rivales. Mais Antoine Lefebvre ne vit pas le soupçon de doute sur le visage de son amante. Il leva sa coupe une fois de plus, savourant le goût de sa victoire imaginée. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Clémence se battait pour sa vie et le monde était sur le point de se retourner contre lui. Le confrontation de deux histoires. La salle d'accouchement brillait d'urgence. Chaque coin bourdonnait d'un chaos contrôlé. Des lumières vives inondaient l'espace, projetant des ombres dures sur les visages des médecins et des infirmières, tandis qu'ils se déplaçaient avec une précision soignée. Clémence gisait sur le lit, sa blouse d'hôpital collée à elle par la sueur et la peur. Ses cheveux collaient à son front en mèches humides, ses jointures blanches, tandis qu'elle s'agrippait à la main de Baptiste, comme si c'était la seule chose qui la rattachait à la terre. Sa voix se brisait entre les contractions. « Et s'il te plaît, ne me laisse pas le perdre. » Baptiste se pencha près d'elle, son front presque touchant le sien. Sa voix basse et ferme étouffa le vacarme des ordres médicaux autour d'elle. « Mais tu ne le feras pas. Tu m'entends, Clémence. Tu es plus forte que cette tempête. Ton enfant est plus forte aussi. » Le moniteur bipait par salves erratiques. L'une des infirmières regarda l'écran. Ses lèvres se serrèrent. « La fréquence cardiaque fétale diminue », annonça-t-elle. Le médecin donna immédiatement des ordres. « Nous devons agir vite. Préparez pour un accouchement d'urgence. Si nous n'agissons pas maintenant, la mère et l'enfant sont en danger. » La poitrine de Clémence se souleva. La terreur lui étreignit les poumons comme un tourniquet. Elle sentait son corps la tirailler, se contractant trop tôt, trop violemment. Elle pensa à Antoine, sa poussée, son mépris, ses mots froids. La rage perça à travers la douleur, une vague de détermination à ne pas laisser sa cruauté lui voler la seule chose qu'elle avait encore. Le médecin se pencha sur elle. « Clémence, j'ai besoin que tu pousses quand je te le dirai. Tu comprends ?» Les larmes coulaient sur son visage. « J'ai peur. » L'étreinte de Baptiste se resserra autour de la sienne, son pouce frottant sur sa peau humide. « Alors emprunte mon courage, » murmura-t-il férocement. « Je le porterai pour nous deux. » La contraction suivante la déchira et Clémence cria, son corps se cambrant contre le lit. Le son était brut, primordial, résonnant dans les couloirs stériles. Les infirmières pressèrent son abdomen, guidant sa force tandis que le médecin l'encourageait. « Pousse, Clémence. Maintenant. » Elle poussa avec chaque once de force qui lui restait. Sa vision se brouilla de larmes. La pièce tournait, mais elle refusa d'arrêter. Chaque cri, chaque effort était une bataille entre le désespoir et l'espoir. Soudain, le cri aigu d'un bébé perça la pièce. Il était maigre, faible, mais c'était la vie. Clémence s'effondra de nouveau contre le lit, sanglotant de soulagement. Ses bras tremblèrent lorsque l'infirmière posa le petit paquet sur sa poitrine. La peau du bébé était tachée. Sa respiration était superficielle, mais ses petits doigts s'enroulèrent autour de sa blouse, comme s'il s'accrochait à elle, avec la même désespoir avec lequel elle s'était accrochée à Baptiste.
Les larmes de Clémence trempèrent les doux cheveux du nouveau-né. « Oh mon bébé, mon beau petit garçon !» Les yeux de Baptiste brillèrent tandis qu'il se penchait, frottant un baiser tendre contre la tempe de Clémence. Il regarda le fragile enfant, l'étonnement adoucissant chaque ligne de son visage habituellement composé. « Il est là. Vous avez tous les deux réussi. » Le médecin, toujours sévère, avertit, le bébé aura besoin de soins intensifs. Il est prématuré et fragile. Nous allons l'emmener immédiatement à l'unité néonatale. Le cœur de Clémence se serra lorsque l'infirmière souleva délicatement le bébé de sa poitrine. « Vous prenez soin de lui » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Baptiste serra sa main, ses yeux fixés sur les siens. « Je m'assurerai qu'il ait tout ce dont il a besoin. » « Tu n'es pas seule, Clémence, pas un seul instant. » Et tandis que son fils était emmené, Clémence ferma les yeux, s'accrochant aux mots de Baptiste comme à une bouée de sauvetage. Sans savoir que, en dehors de ces murs, le monde se retournait déjà contre Antoine Lefèvre. L'effondrement et la renaissance. Pendant que Clémence s'accrochait à la vie et à son fragile nouveau-né à l'hôpital, une autre tempête éclatait dans le monde numérique. La poussée à l'aéroport n'était pas passée inaperçue. Des dizaines de témoins l'avaient filmé sur leur téléphone, capturant chaque détail choquant. La supplication désespérée de la femme enceinte, la poussée brutale, le sang sur ses mains et l'indifférence froide sur le visage d'Antoine Lefèvre. À minuit, la première vidéo arriva sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, les hashtags explosèrent. Trahi à l'aéroport. Épouse enceinte poussée. Antoine Lefèvre exposé. La vidéo granuleuse tournait en boucle, montrant Antoine s'éloignant avec Camille à son bras, tandis que Clémence s'effondrait sur le sol. Le site enflamma l'indignation collective. « Cet homme est-il humain ?» lisait-on dans un commentaire. « Mais elle porte son enfant et il la jette comme des ordures. Ce monstre a une maîtresse et n'a pas d'âme. » Les médias s'emparèrent de l'histoire en une heure. À l'aube, le nom de Clémence était en vogue dans tout le pays. Les gros titres étaient impitoyables. Homme d'affaires d'entreprise pousse son épouse enceinte dans la tempête. L'amante regarde. Les talk-shows diffusaient la vidéo. Les présentateurs secouaient la tête de dégoût. Dans les salles de réunion qu'Antoine avait autrefois dominées, les murmures devinrent une alarme. Les investisseurs, qui avaient autrefois loué son dynamisme implacable, remettaient maintenant en question son jugement. « Et s'il traite sa propre femme ainsi ?» murmura un dirigeant lors d'un appel filtré. « Et que fait-il à ses employés, à nous ?» Pendant ce temps, Camille traversait la tempête de fureur, les doigts tremblants. Ses photos glamour avec Antoine, autrefois remplies d'éloges, se noyaient maintenant dans le poison. « Brise-loyer, salope. Pars tant que tu le peux. » Son estomac se tordit en réalisant que le monde ne condamnait pas seulement Antoine, mais l'entraînait aussi. Antoine, cependant, refusa de voir comment les murs se refermaient sur lui. Assis dans son bureau le lendemain matin, il frappa le journal sur sa table. La une criait sa chute. L'homme d'affaires pousse son épouse enceinte à l'aéroport, filmé par la caméra. « C'est des ordures. » grogna-t-il, faisant les 100 pas comme un animal en cage, un soupçon de décoloration à Camille, pâle et choquée, ne répondit pas. Elle savait mieux. Le public n'était pas seulement en colère, il était furieux. Et une fois que la colère s'allumait en ligne, il n'y avait aucun moyen de l'éteindre. Par contraste, l'hôpital où Clémence se remettait était inondé de fleurs, de cartes et de messages de soutien. Des inconnus qui n'avaient jamais entendu son nom auparavant, l'appelaient maintenant un symbole de résilience. « Reste forte, Clémence », disait une note. « Le monde est de ton côté ?» Baptiste Moreau observa tout à distance discrète. Il s'assit à côté du lit de Clémence, son téléphone bourdonnant, avec les mises à jour de son équipe de presse. « L'histoire est partout », murmura son assistant. Baptiste regarda Clémence, son visage pâle contre l'oreiller, son fils, nouveau-né, luttant pour chaque souffle dans la salle néonatale. « Ce n'est pas seulement un scandale, dit Baptiste calmement. C'est un règlement de compte.
Et il avait raison. Les sponsors commencèrent à se retirer des projets d'Antoine. Une marque de luxe publia un communiqué. Nous ne nous associons pas à des hommes qui nuisent aux femmes. Les actionnaires exigèrent des réunions d'urgence. Son empire, autrefois construit sur le charme et la manipulation, trembla sous le poids de la fureur publique. Et tandis qu'Antoine criait contre son monde qui s'effondrait, Clémence, sans le savoir, s'accrochait à son fragile fils, destiné à renaître des cendres de la trahison qui l'avait presque détruite. L'ombre du passé et l'avenir lumineux. Les jours après la tempête s'estompèrent dans un brouillard de douleur et de résilience tranquille. Clémence gisait dans le lit de l'hôpital, son corps faible, épuisé par une bataille qu'elle n'aurait jamais cru mener si tôt. Chaque matin, elle se réveillait avec l'odeur antiseptique de la pièce, le bip rythmique des moniteurs et la douleur vide de l'absence, lorsque son nouveau-né était emmené à l'unité néonatale pour observation. Chaque mouvement envoyait des vagues de douleur à travers son corps. Cependant, chaque fois qu'elle entendait les faibles pleurs des bébés dans les chambres voisines, son cœur se serrait de détermination. Elle se murmurait, « Tiens bon pour lui, sois forte pour lui. » Baptiste Moreau ne se sépara jamais de son côté. Il n'était pas de sa famille. Cependant, le personnel le traitait comme s'il était son gardien. Sa présence était constante, une chaise discrète traînée près de son lit, des fleurs fraîches qui arrivaient quotidiennement, des repas chauds qu'elle ne touchait pas lorsqu'elle était trop faible pour manger. Son emploi du temps de PDG multimilliardaire, autrefois rythmé par les accords et les conférences, s'était entièrement plié à la convalescence de Clémence. Une nuit, tandis que la pluie battait doucement contre la fenêtre, Baptiste était assis, lisant des rapports sur sa tablette, quand Clémence se réveilla. Sa voix était fragile, brisant le silence. « Pourquoi es-tu encore là ?» Il posa immédiatement sa tablette. « Parce que tu ne devrais pas être seul, ni maintenant, ni après tout ce que tu as enduré. » Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta de retenir. « Je ne comprends pas, Antoine. Il aurait dû être là. Il aurait dû être celui qui tenait ma main. » Le regard de Baptiste s'endurcit, bien que son ton restât doux. « Antoine a pris sa décision et maintenant tu dois prendre la tienne. Tu peux te noyer dans la douleur qu'il t'a infligée ou tu peux te battre pour la surmonter, pour toi, pour ton enfant. » Clémence tourna son visage vers le plafond, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « J'ai peur, Baptiste. Je ne sais pas comment faire ça seul. »« Tu ne seras pas seul, » dit-il fermement en se penchant plus près. « Je m'en assurerai. » L'après-midi suivant, une infirmière emmena Clémence dans un fauteuil roulant à l'unité néonatale. Elle portait une blouse bleu pâle, ses cheveux peignés en arrière par des doigts tremblants. Son fils gisait dans une couveuse, des tubes et des fils connectés à son petit corps. Clémence pressa sa main contre la vitre, ses lèvres tremblantes. « Il a l'air si fragile, » murmura-t-elle. Baptiste s'arrêta à ses côtés, sa main planant juste au-dessus de son épaule, respectueux mais protecteur. « Fragile ne signifie pas faible, » dit-il doucement. « C'est un battant, tout comme sa mère. » L'infirmière sourit gentiment. « Et il s'améliore chaque jour. Il va devenir plus fort parce que vous êtes là. » Pour la première fois depuis des jours, un faible sourire toucha les lèvres de Clémence. Elle murmura à travers la vitre, « Maman est là, petit. Maman va le laisser. » Cette nuit-là, en regagnant son lit, Clémence sentit une lueur d'espoir traverser le brouillard du désespoir. Baptiste capta cette lueur dans ses yeux et sentit que quelque chose changeait en lui. Et tandis que Clémence entamait le long chemin vers la guérison, Baptiste promit silencieusement qu'Antoine Lefèvre n'aurait plus jamais le pouvoir de la briser, ni elle, ni son fils. Le dénouement final. Le matin, après l'éclatement du scandale, Antoine Lefèvre fit irruption dans son bureau, convaincu qu'il pouvait étouffer les flammes par pure arrogance. La tour de verre, qui portait son nom, avait toujours été sa forteresse. Un lieu où les affaires étaient conclues et les rivaux réduits au silence. Mais aujourd'hui, l'air était différent. Les assistants évitaient son regard, les téléphones sonnaient sans réponse et les journaux le suivaient comme la fumée d'un feu mourant.
Il laissa tomber sa mallette sur la table en acajou, ses reflets le regardant depuis la surface scintillante. Son téléphone vibrait d'appel en appel, des membres du conseil d'administration, des investisseurs, même de vieux alliés exigeant des explications. Il les ignora tous. Au lieu de cela, il se servit un whisky, bien qu'il fût à peine 10 heures du matin. Camille entra en silence, ses lunettes de soleil protégeant son visage même à l'intérieur. Elle jeta un journal plié sur sa table. Les gros titres criaient en gras, le requin de la finance pousse son épouse enceinte, filmé par la caméra. En dessous, la photo. Antoine souriant avec mépris. Clémence recroquevillée au sol. La pluie sur son visage comme des larmes. Il te traite de monstre, dit Camille sans embâche. Antoine ricana, bien que sa prise sur le verre se resserra. Les gens adorent l'indignation. Ça s'estompera dans une semaine. Mais comme pour se moquer de lui, son téléphone de bureau sonna. Il décrocha. C'est Lefebvre. La voix à l'autre bout était froide, mesurée. Je suis le président. Nous convoquons une réunion d'urgence du conseil d'administration. Avec effet immédiat, vous êtes suspendu de votre poste en attendant une enquête. La mâchoire d'Antoine se serra. Ils ne peuvent pas faire ça. Cette entreprise est à moi. Plus maintenant, répondit le président. Vous êtes devenu un problème. Les investisseurs se retirent. Nous ne pouvons pas risquer d'être liés à votre scandale. La ligne devint silencieuse. Il jeta le téléphone de l'autre côté de la pièce, le brisant contre le mur. Camille tressaillit, retirant ses lunettes de soleil. Pour la première fois, elle parut incertaine. Antoine, c'est grave. Les marques rompent les liens. Le public te déteste. Même mes contrats de mannequin sont annulés à cause de toi. Il se tourna vers elle. Tu me fais la morale, mais maintenant tu es inquiète pour ta carrière? N'oublie pas qui t'a mise au monde. Sans moi, tu servirais encore des boissons lors de fêtes de l'industrie. Ses lèvres se courbèrent en un sourire. Et sans moi, tu serais encore enchaîné à cette petite épouse ennuyeuse, faisant semblant de te soucier de la famille. Les mots furent plus profonds qu'elle ne l'avait voulu. Pour la première fois, la confiance d'Antoine vacilla. Il se souvint du visage de Clémence à l'aéroport, pâle, désespéré, empli de trahison. L'image le hantait, bien qu'il la repousse d'un autre verre de whisky. À midi, les dégâts se multiplièrent. Les campagnes sur les réseaux sociaux appelaient au boycott. Une marque de voitures de luxe publia un communiqué, « Nous rompons toute relation de parrainage avec Antoine Lefebvre avec effet immédiat ». Sa boîte de réception fut inondée de rejets, d'annulations et de menaces de poursuite. Il tituba jusqu'à la fenêtre, regardant la ville qui s'était autrefois inclinée devant lui. Les rues étaient remplies de gens qui l'avaient déjà jugé, l'avaient condamné. Son empire s'effondrait, non avec le fracas du tonnerre, mais avec la poussée constante et implacable de l'indignation publique. Camille s'arrêta derrière lui, les bras croisés, son silence plus bruyant que toute accusation. Et pour la première fois, Antoine Lefebvre réalisa que le monde n'était plus le sien. Il glissait entre les mains de la même femme qu'il avait tenté de détruire. Le pouvoir de la voix. L'unité de soins intensifs néonatale brillait de lumière bleue douce. Les machines bourdonnaient dans une fragile symphonie de survie. Des corps minuscules livraient des batailles colossales à l'intérieur d'incubateurs transparents. Chaque respiration, mesurée par des moniteurs clignotants et des infirmières prudentes. Parmi eux gisait le fils de Clémence, enveloppé de fils et de tubes, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une détermination délicate. Clémence pressa son front contre la vitre. Ses paumes tremblaient tandis qu'elle murmurait, « Mon courageux petit battant ». Ses yeux traçaient chaque détail fragile, ses doigts incroyablement petits, ses petites lèvres pincées dans un effort silencieux. Elle l'avait porté pendant 6 mois, rêvé de berceuses et de murs de chambre de bébé, sans imaginer que leur premier jour ensemble serait une guerre à livrer. Une infirmière s'arrêta à ses côtés. « Il est stable pour l'instant », dit la femme doucement.
Chaque heure qu'il tient est une victoire. Ne perdez pas espoir. Clémence le sentit, bien que sa gorge lui fît mal à force de retenir ses sanglots. « Puis-je le toucher » demanda-t-elle timidement. L'infirmière sourit doucement. À travers l'ouverture ? Oui, juste un doigt. Cela aide les bébés à se sentir en sécurité. Clémence glissa sa main à travers la petite ouverture et effleura le bout de son doigt contre la main de son fils. À son étonnement, ses minuscules doigts s'enroulèrent instinctivement autour des siens. Un sanglot fut libéré de sa poitrine. « Tu me connais » murmura-t-elle. « Tu sais que maman est là derrière elle ?» Baptiste s'arrêta en silence. Sa grande silhouette, d'une certaine manière, humiliée par la scène. Il avait négocié des accords de milliards de dollars. Il avait dirigé des salles de réunion remplies de titans. Pourtant, rien ne l'avait étreint de la manière dont cette scène l'avait fait. Un enfant fragile s'accrochant à la vie et une mère versant son âme dans un seul contact. Clémence se tourna légèrement, ses yeux brillants. « Et que se passe-t-il si je n'y arrive pas, Baptiste ? Que se passe-t-il si je ne suis pas suffisante ?» Il s'approcha, sa voix ferme, presque révérencieuse. « Clémence, tu lui as déjà tout donné, ta force, ta lutte, ton amour. C'est plus que suffisant. Et tu ne feras pas ça seule, pas tant que je serai là. » Elle regarda son fils, ses larmes coulant librement. Pour la première fois depuis l'aéroport, le poids écrasant de l'abandon s'allégea. Là où Antoine l'avait poussée au désespoir, Baptiste la tenait avec une dévotion inébranlable. Les heures passèrent. Clémence refusa de quitter le côté de son bébé, lui chantant doucement à travers la vitre, lui racontant des histoires de la vie qu'elle espérait lui donner au-delà des machines. Baptiste lui apportait de la nourriture, des couvertures, tout ce qui pouvait maintenir sa force. Il ne la pressa jamais, ne s'immisça jamais, il resta juste une forteresse tranquille de soutien. Lorsque le médecin entra finalement, son expression était sérieuse, mais pas sans espoir. « Votre fils est fragile, mais il se bat plus que la plupart des prématurés. Avec des soins, il a une réelle chance. » Clémence joignit ses mains, murmurant une prière de gratitude. Elle se tourna vers Baptiste, sa voix tremblante. « Je ne mérite pas toute ton aide. » Le regard de Baptiste fut inébranlable. « Mais tu mérites bien plus que ce qui t'a jamais été donné. Et un jour, Clémence, tu le croiras aussi. » Son cœur se serra, partagé entre les cicatrices de la trahison et la nouvelle chaleur étrange qui s'agitait en elle. Elle regarda une fois de plus son fils, ses petits doigts tremblants autour des siens. Et dans cette chambre stérile et lumineuse, Clémence fit un vœu. Peu importaient les tempêtes dehors. Elle et son fils se relèveraient, et aucun homme ne la briserait plus. Le point de bascule. Javier Castro avait bâti sa carrière sur l'art de la persuasion. Lorsque des problèmes surgissaient, il ne les résolvait pas, il les manipulait. Les mensonges devenaient des demi-vérités, les demi-vérités des histoires et les histoires des réputations, suffisamment polies pour tromper les investisseurs. C'est pourquoi, lorsque le scandale éclata en ligne, Antoine eut recours à la seule compétence en laquelle il avait confiance plus que tout. La manipulation. Son pantouse s'était transformé en une salle de guerre improvisée. Les publicitaires s'entassaient sur les ordinateurs portables, les téléphones vibraient d'appels entrants et les verres de vin à moitié vides éclaboussaient le comptoir de marbre. Antoine faisait les 100 pas comme un prédateur en cage, sa chemise déboutonnée, ses yeux injectés de sang par la fureur de l'insomnie. « Nous contrôlons le récit » aboya-t-il en frappant la paume de sa main sur la table. « Nous allons dépeindre Clémence comme instable, submergée par les hormones de la grossesse. » La vidéo ne montre pas toute l'histoire. Les gens sont crédules. Ils croiront ce que nous leur dirons. Un consultant en relations publiques hésita. « Monsieur, la vidéo est claire. Vous avez poussé une femme visiblement enceinte. Aucune manipulation n'effacera cette image. » Le regard d'Antoine aurait pu couper le verre. Alors, nous la peignons comme manipulatrice. Nous disons qu'elle a orchestré cela. Les femmes pleurent, les gens les croient.
C'est un vieux truc. Mais maintenant, nous disons qu'elle voulait de la sympathie. Ce millionnaire, comment s'appelle-t-il? Moreau. Il est son complice. Elle a planifié cela pour m'humilier. La pièce tomba dans un silence gêné. Même Camille, habituellement présomptueuse à ses côtés, se déplaça inconfortablement. Antoine, cela semble désespéré. Les gens ne sont pas aveugles. Ils t'ont vu la pousser. Il se tourna vers elle. Et quoi, Camille? Tu penses qu'ils te croiront toi plutôt que moi? Tu es tout autant impliqué que moi. N'oublie pas qui tu tenais dans cette vidéo. Ses joues rougirent de colère, mais elle mordit sa langue. Elle savait qu'il valait mieux ne pas le provoquer lorsque son tempérament s'enflammait. Un consultant parla finalement, sa voix tremblante. Nous pourrions pencher vers le remords, publier des excuses, dire que vous avez perdu la tête, que vous le regrettez. Antoine l'interrompit d'un rire amer. M'excuser auprès d'elle, de la femme qui m'a enchaîné avec un bébé que je n'ai jamais voulu? Non, je ne supplie pas, je ne rampe pas, je gagne. Mais même s'il crachait les mots, son téléphone vibra avec une autre alerte, un autre sponsor se retirant, le prix des actions s'effondrant. Son empire, autrefois intouchable, s'écroulait à chaque heure qui passait. Camille alluma une cigarette, exhalant une bouffée de fumée vers le plafond. Peut-être devrais-tu réfléchir à la profondeur de ta chute, Antoine, car en ce moment, le monde ne voit pas un vainqueur, il voit un monstre. Ces mots lui firent mal, mais il repoussa la pensée, s'accrochant à son délire. J'ai tout bâti à partir de rien. Je peux reconstruire. Je vais écraser Clémence et ce millionnaire. Personne ne m'humilie et s'en sort indemne. Mais en dehors des murs du Penthouse, la marée avait déjà tourné. L'histoire de Clémence était devenue un cri de ralliement et le soutien silencieux de Baptiste Moreau ne faisait que l'amplifier. Et tandis qu'Antoine conspirait avec arrogance, la vérité se répandait plus vite que n'importe quel mensonge qu'il pouvait inventer, se préparant à lui porter un coup que sa langue d'argent ne pourrait jamais réparer. L'Aube nouvelle. La première fois que Clémence vit son nom aux actualités, elle se sentit exposée, comme si le monde entier avait été invité à sa plus intime humiliation. Allongée dans son lit d'hôpital, elle trembla lorsque l'infirmière alluma la télévision. Son visage remplit l'écran, trempé de pluie, maculé de larmes, tenant son ventre, tandis qu'Antoine lui tournait le dos. Le titre disait « Épouse enceinte abandonnée, la France exige justice ». Au début, la honte la brûla. Elle voulait se cacher, tirer la couverture sur sa tête et disparaître, mais ensuite le reportage changea. La vidéo d'étrangers tenant des bougies, se rassemblant devant l'hôpital, remplit l'écran. Des gens qu'elle n'avait jamais connus auparavant portaient des pancartes disant « Soutenez Clémence et finissons le silence ». Ses lèvres s'ouvrirent d'incrédulité. Ils sont là pour moi. Les cartes s'empilèrent sur sa table de chevet, les fleurs emplirent les coins de sa chambre et les lettres arrivaient quotidiennement. Certaines venaient de femmes qui avaient vécu la trahison, d'autres de parents qui promettaient d'élever mieux leurs enfants. Une note gribouillée d'une écriture enfantine disait « Reste forte, Clémence. Ma maman dit que tu es une héroïne. » Chaque mot nourrissait quelque chose en elle qu'Antoine avait tenté d'affamer, son sens de la valeur. Pendant des mois, elle s'était sentie invisible, rejetée comme un simple inconvénient. Maintenant, des voix qu'elle n'avait jamais connues l'élevaient plus haut qu'elle n'aurait jamais cru possible. Une nuit, Baptiste la trouva en train de lire un tas de lettres. Les larmes coulaient sur ses joues. « Ou pourquoi font-ils ça ?» murmura-t-elle. « Ils ne me connaissent même pas. » Il s'accroupit à côté d'elle, sa main se posant doucement sur la sienne. « Il voit ton courage, Clémence. Tu t'es battue à travers la cruauté, l'humiliation et la douleur. Et malgré tout, tu t'es relevée. C'est à cela que les gens répondent. Tu n'es pas seulement l'histoire d'une femme. Tu es devenu le combat de toutes les femmes. » Son cœur se gonfla d'un mélange d'incrédulité et de gratitude. « Je ne suis pas forte, Baptiste. Je ne fais que survivre. » Son regard s'adoucit, inébranlable.
La survie est une force, et maintenant le monde le sait aussi. Le lendemain, le personnel de l'hôpital l'emmena en fauteuil roulant à l'unité de soins intensifs néonatales. Lorsqu'elle entra, un applaudissement silencieux s'éleva des familles rassemblées dans la pièce. Des parents la regardèrent les larmes aux yeux, murmurant des mots d'encouragement. Une mère aux yeux fatigués agrippa la main de Clémence et dit « Grâce à toi, j'ai le courage de quitter mon mari violent. » Merci. La respiration de Clémence se coupa. Pour la première fois, elle réalisa que sa souffrance avait créé des vagues au-delà d'elle-même. Elle ne se battait plus seulement pour son bébé. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, une vague de changement. Cette nuit-là, assise à côté de la couveuse de son fils, elle murmura un vœu, « Tu grandiras dans un monde où les femmes ne se taisent pas. » Je m'en assurerai. Baptiste l'observa, la fierté scintillant dans ses yeux. Il vit non pas la femme brisée de l'aéroport, mais le début d'une leader, quelqu'un dont les cicatrices brilleraient plus que les triomphes vides d'Antoine. Et tandis que Clémence embrassait la vitre de la couveuse, la femme qu'Antoine avait tenté d'effacer renaissait, plus forte, plus courageuse, et n'avait plus peur. La chute d'Antoine et le triomphe de Clémence. À la fin de la semaine, l'empire d'Antoine Lefebvre, autrefois une tour de verre et d'acier étincelante, se fissurait sous le poids de son scandale. Ce qu'il avait passé des années à construire avec manipulation et ambition implacable, s'effondrait maintenant en temps réel, diffusé en direct sur toutes les grandes chaînes. Les actionnaires convoquèrent une réunion d'urgence. Leurs visages sombres et leurs voix acérées, l'un après l'autre, exigèrent sa démission. « Vous avez détruit la marque », cracha un membre du conseil d'administration à travers la table polie. « Nos actions ont chuté de 30% en 3 jours. Chaque sponsor nous a abandonnés. Vous êtes devenu toxique, Antoine. » Transpirant à travers son costume sur mesure, il frappa son poing sur la table. « Cette entreprise existe grâce à moi. Sans moi, vous seriez tous des inconnus. Vous ne pouvez pas me dépouiller de ce que j'ai créé. » Mais son arrogance ne fit qu'attiser leur fureur. Un autre membre fit glisser un document sur la table, un vote officiel de défiance. Des caméras clignotèrent à l'extérieur de la salle de réunion, tandis que la sécurité l'escortait, ses protestations résonnant inutilement dans les couloirs de marbre. Cet après-midi-là, les médias explosèrent avec l'histoire. Antoine Lefebvre, destitué de son poste de PDG, l'entreprise se distancie du scandale. Les présentateurs rapportèrent chaque détail de la vidéo virale, juste à côté d'images de Clémence se remettant à l'hôpital. Le contraste entre la cruauté d'Antoine et la résilience tranquille de Clémence le peignit comme un méchant en haute définition. Camille tenta de rester à ses côtés, mais le glamour tourna rapidement au vinaigre. Les paparazzis l'assaillirent de questions malveillantes. « Comment vous sentez-vous d'avoir détruit une famille ? Êtes-vous fier d'être aux côtés d'un homme qui a abandonné sa femme enceinte ?» Les contrats s'évanouirent du jour au lendemain. Les marques rompirent leur lien avec elle aussi vite qu'elle l'avait fait avec lui. Sa carrière de mannequin, autrefois convoitée, s'effondra comme du cristal se brisant sur du marbre. Chez lui, Antoine noya sa rage dans la liqueur, voyant son empire lui échapper des doigts. Chaque chaîne d'information diffusait sa chute. Les vidéos de lui poussant Clémence à l'aéroport furent ralenties, zoomées, analysées par des experts en langage corporel qui qualifièrent son acte d'agression prémédité. Les présentateurs de talk show se moquaient de lui. Des manifestants se rassemblèrent devant son pentouse, scandant justice pour Clémence. Il jeta un verre sur l'écran, le brisant en une pluie de whisky et de fragments. « Elle m'a ruiné. » Il grogna en faisant les 100 pas comme une bête en cage. Et cette femme a dressé le monde entier contre moi. Mais même dans sa fureur, il savait que ce n'était pas seulement Clémence, c'était Baptiste Moreau. La déclaration silencieuse du millionnaire, revendiquant Clémence comme son épouse sur la piste, avait fait pencher la balance. Antoine le voyait maintenant. Il ne se battait pas seulement contre une femme trahie. Il se battait contre un homme aux ressources illimitées. Un homme que le public adorait, un homme qui avait déjà assumé le rôle qu'Antoine avait jeté. L'ironie le rongeait. Alors que Clémence gisait,
fragile mais entouré d'amour, Antoine se retrouvait isolé dans les ruines de son royaume. L'homme qui s'était autrefois vanté d'être intouchable était maintenant le nom le plus méprisé de la ville. Et tandis que la tempête dehors, à travers ses fenêtres, reflétait le chaos dans son âme, Antoine réalisa que sa chute ne faisait que commencer. Le pire était à venir. La fin de l'histoire. L'unité néonatale devint une seconde maison pour Baptiste Moreau. Chaque matin, il arrivait en costume sur mesure, mais il laissait sa persona de salle de réunion à la porte. Il se glissait dans l'hôpital, comme n'importe quel homme ordinaire, apportant du café aux infirmières et des fleurs fraîches à Clémence. Pour le monde, il était un millionnaire. Pour elle, en ses jours fragiles, il était simplement l'homme qui était apparu quand personne d'autre ne l'avait fait. Le fils de Clémence, minuscule, fragile, mais obstinément vivant, reprenait lentement des forces. Chaque jour, ses pleurs devenaient plus forts, sa respiration plus stable. Clémence restait assise des heures à côté de la couveuse, lui murmurant des berceuses et des histoires sur la vie qu'elle espérait lui offrir. Baptiste s'arrêtait souvent derrière elle en silence, les mains dans les poches, observant le lien entre la mère et l'enfant se déployer comme un miracle. Une nuit, Clémence se tourna vers lui, l'épuisement dans les yeux. « Mais tu n'es pas obligé de rester, Baptiste. Tu as une entreprise à gérer, une vie à vivre. Je ne veux pas être un fardeau. » Sa réponse vint sans hésiter. « Mais Clémence, tu n'es pas un fardeau. Tu ne pourrais jamais l'être. Toi et ton fils êtes la seule partie de ma vie en ce moment qui semble réelle. » Ses lèvres s'ouvrirent, stupéfaites par la sincérité dans sa voix. Personne ne lui avait parlé de cette manière, pas même Antoine dans ses jours les plus heureux. Plus tard cette nuit-là, une infirmière encouragea Clémence à essayer le contact peau à peau avec son bébé. Nerveusement, elle berça le petit paquet contre sa poitrine. Les larmes emplirent ses yeux en sentant le faible rythme de son cœur contre le sien. « Il me connaît » murmura-t-elle. Baptiste s'approcha. Ses yeux s'adoucirent. « Bien sûr que oui. Il sait que sa mère est la femme la plus courageuse du monde. » Clémence le regarda, ses joues rougies par l'émotion. « Mais tu voudrais ? Tu voudrais le porter ?» Baptiste se figea, choqué par l'offre. Il avait signé des contrats de milliards de dollars sans cligner des yeux. Mais ceci fit trembler ses mains. L'infirmière guida délicatement le bébé dans ses bras. Baptiste tint l'enfant fragile comme s'il berçait le trésor le plus précieux de la terre. Le bébé bougea, lâchant un doux gémissement, puis se blottit contre sa poitrine. La gorge de Baptiste se serra. « Il est parfait. » Clémence observa. Son cœur se gonfla à la vue. Pour la première fois depuis des semaines, la chaleur remplaça la douleur vide en elle. L'image de Baptiste tenant son fils s'est gravée dans son âme. Une image qu'elle n'avait jamais espéré désirer, mais qu'elle ne pouvait plus oublier. Cette nuit-là, alors qu'elle se réinstallait dans son lit, Baptiste resta à ses côtés. Il lui lut à voix haute un des livres qu'elle aimait. Sa voix profonde emplit la chambre tranquille. Clémence s'endormit avec son bébé en sécurité à l'usin et la présence constante de Baptiste à ses côtés. Et bien qu'aucun des deux ne l'ait dit à voix haute, quelque chose d'indicible avait commencé à grandir. Un lien forgé non par la richesse ou le pouvoir, mais par l'amour, la confiance et le fragile miracle d'un enfant qui avait survécu à la tempête. L'avenir. Camille Petit avait toujours cru qu'elle était assez intelligente pour surfer sur la vague de succès d'Antoine Lefebvre. Il lui avait promis le luxe, l'influence et une place à ses côtés à la table du pouvoir. Mais maintenant, au lieu de gala avec du champagne, elle était enfermée dans son penthouse. Les rideaux étaient tirés pour bloquer les flashs des caméras et les manifestants qui scandaient le nom de Clémence dans la rue. Le glamour avait tourné à la disgrâce. Ses contrats de mannequin avaient été résiliés du jour au lendemain. Les designers avaient retiré leur robe de sa garde-robe et chaque invitation qui portait autrefois son nom s'était évanouie comme si elle n'avait jamais existé. Le monde n'était plus ébloui par Antoine et, par extension, la méprisait aussi. Elle était assise au bord du lit, parcourant son téléphone. Son fil d'actualité était inondé de poison.
Destructrice de foyer. Quelle honte. Tu es resté là à rire pendant qu'il poussait sa femme. Chaque commentaire piquait plus profondément. Le dédain qu'elle avait autrefois savouré fut remplacé par la rage. Antoine fit irruption dans la chambre, à moitié ivre, sa cravate lâche autour du cou. Il se retourne contre moi, aboya-t-il. La direction m'a trahi. La presse m'a crucifié. Mais je vais me battre pour revenir. Ils regretteront d'avoir croisé le chemin d'Antoine Lefebvre. Camille leva la tête. Sa patience s'épuisait. Antoine, réveille-toi. Tu es fini. Chaque marque, chaque investisseur, chaque soi-disant ami t'a laissé tomber. Tu ne peux pas t'en sortir avec des manipulations. Ses yeux se rétrécirent. Alors, toi aussi, tu m'abandonnes? Elle se leva, sa voix perçante. J'ai tout donné pour toi. Ma carrière, ma réputation, elles sont parties. Et pourquoi? Pour te voir te détruire. Pour rester les bras croisés pendant que le monde me voit comme une méchante? Il ricana en s'approchant. Ne fais pas comme si tu étais innocente. Tu adorais l'attention. Tu adorais être exhibée comme un trophée. Son tempérament explosa. Au moins, je n'ai pas poussé une femme enceinte par terre. C'est ta faute, Antoine, pas la mienne. Et maintenant, tout le monde sait quel genre de monstre tu es. Pour la première fois, le silence plana lourdement entre eux. La bravade d'Antoine vacilla, la vérité de ses mots piquant plus profondément que n'importe quelle insulte. Il réalisa trop tard que la loyauté de Camille, fragile comme du cristal, s'était finalement brisée. Cette nuit-là, Camille fit ses valises. Alors que les caméras clignotaient dehors, elle monta dans une voiture qui l'attendait, la tête haute. Le lendemain matin, les tabloïds criaient de nouveaux titres. L'amante abandonne son amant déchu. Camille Petit parle. Sa déclaration fut courte, mais dévastatrice. J'ai été aveuglée par l'ambition et séduite par les mensonges. Je regrette mon rôle dans la chute d'Antoine Lefebvre. Ma sympathie va à Clémence et à son fils. Antoine l'a lu seul dans le Pantouse obscur. Son empire était parti, son amante était devenue son ennemi. Et son nom maudit sur chaque écran. Et tandis que Clémence guérissait dans la force tranquille de l'amour, Antoine réalisa que la trahison finale était arrivée, non pas d'étranger, mais de la femme qu'il pensait ne jamais le quitter. L'avenir qu'il mérite. 2 semaines après la tempête à l'aéroport, Clémence Dupont remit le pied à la lumière. L'hôpital l'avait supplié de rester en privé, de se rétablir tranquillement, mais le monde réclamait son histoire. Devant les portes vitrées, les caméras s'amassaient comme des vautours, leurs flashs explosant contre la nuit. Cependant, quand Clémence sortit, tenant son nouveau-né dans ses bras, la foule tomba dans un silence respectueux. Elle portait une robe simple de couleur crème, ses cheveux attachés, sans bijoux, sans glamour, juste une mère fragile, mais intacte. Baptiste marchait à ses côtés, sa grande silhouette la protégeant du chaos, mais c'était Clémence que les caméras ne pouvaient s'empêcher de regarder. Elle n'était plus la femme sanglotante de la vidéo virale. C'était quelque chose de plus fort, de plus ferme. Les journalistes hurlaient des questions. « Clémence, comment vous sentez-vous d'être ici ce soir? Avez-vous quelque chose à dire à Antoine Lefebvre? Qui était l'homme qui vous a soutenu ?» Clémence s'arrêta brièvement au micro que l'hôpital avait, à contre-cœur, installé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ajustait la couverture sur son fils. Mais quand elle parla, sa voix se fit entendre avec une force inattendue. « Je n'ai pas choisi d'être dans cette position, » commença-t-elle doucement. « Mais je choisis de parler maintenant. Ce qui s'est passé à l'aéroport n'était pas seulement à propos de moi, c'était à propos de chaque femme qui a été réduite au silence, de chaque mère qui a été rejetée, de chaque voix à laquelle on a dit qu'elle n'avait pas d'importance. » La foule se pencha, hypnotisée. « J'ai survécu à cette nuit-là, grâce à mon fils, » continua-t-elle, regardant le petit visage blotti contre elle. « Parce que même quand je pensais que ma vie était finie, je savais que la sienne ne faisait que commencer.
Et je passerai chaque souffle à m'assurer qu'il grandit dans un monde où les femmes sont respectées, non brisées. Ces mots percèrent les lumières clignotantes, diffusées en direct à des millions de personnes regardant la télévision. Les hashtags explosèrent de nouveau. Clémence parle, elle se relève de la tempête. Baptiste posa une main ferme sur son épaule, silencieux, mais résolu. Sa présence n'était plus un mystère. Les caméras le reconnurent instantanément. Le millionnaire de la technologie aux côtés de Clémence Dupont, criait les gros titres. Cependant, Clémence ne s'appuya pas sur lui pour attirer l'attention. Son rôle était clair. Il n'était pas l'histoire. C'était elle. Quand un journaliste insista, « Vous pardonnez à Antoine ?» Les yeux de Clémence clignotèrent de douleur, mais aussi de résolution. « Le pardon ne m'appartient pas de l'accorder, » répondit-elle. La reddition de compte est de son ressort. Ce que je sais, c'est ceci. Je ne suis plus son épouse, juste sur le papier. Et bientôt même plus cela. La foule éclata en applaudissements, en cris, perçant la tempête de flash. Clémence serra son fils plus fermement, son cœur battant fort. Pour la première fois, elle ne faisait pas que survivre, elle dirigeait. Cette nuit-là, les présentateurs de nouvelles diffusèrent son discours avec étonnement. Les commentateurs le qualifièrent du moment où la victime devint la voix de millions. Des dons affluèrent vers les refuges pour femmes en son nom. Des lettres de gratitude inondèrent l'hôpital et Clémence Dupont passa d'un visage de tragédie à un symbole de résilience. Et tandis qu'Antoine fulminait contre son défi, Clémence retourna à l'hôpital avec Baptiste à ses côtés, ignorant que son voyage ne faisait que commencer et que son prochain pas allait tout changer. Épilogue. Antoine Lefebvre était assis seul dans la faible lumière de son penthouse. L'horizon de la ville s'étendait devant lui comme un cruel rappel de tout ce qu'il avait perdu. Autrefois, il avait regardé ces tours étincelantes et y avait vu la conquête. Maintenant, elle se moquait de lui. Son téléphone vibrait sans cesse d'appels de créanciers, d'investisseurs en colère et d'anciens alliés qui réclamaient leur argent. Chaque appel lui rappelait l'empire qui lui échappait des doigts. Les bouteilles éclaboussaient la table basse. Leur contenu était épuisé depuis longtemps. La cravate d'Antoine pendait d'une chaise, sa chemise déboutonnée. Son image, autrefois parfaite, s'effondrait aussi vite que sa réputation. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Ses yeux étaient injectés de sang, hantés par des nuits d'insomnie, et l'écho du discours de Clémence, qui se répétait sur chaque chaîne. Il jeta un verre contre le mur. Les fragments se répandirent comme son orgueil. Elle pense qu'elle est plus forte que moi. Elle pense qu'elle peut m'humilier? Sa voix devint rauque, brisée par la rage. La trahison de Camille le brûlait encore. Sa déclaration publique le condamnant avait transpercé plus profondément que n'importe quel couteau. Il avait perdu son entreprise, son amante et son image publique en quelques jours. Tout ce qui lui restait était l'amertume. Parcourant son téléphone, il vit le visage de Clémence sur chaque gros titre. Mais Clémence Dupont parle, la nation s'unit à elle. Ces mots simples avaient démantelé la forteresse de mensonges qu'il avait construite pendant des années. Et à ses côtés, sur chaque photo, se trouvait Baptiste Moreau, le millionnaire qu'Antoine avait autrefois espéré charmer comme un allié commercial. La vue de la main ferme de Baptiste sur l'épaule de Clémence alluma une fureur qu'Antoine ne pouvait contenir. « Elle est à moi », murmura-t-il amèrement. « À moi de la garder, à moi de la briser, à moi de la contrôler. Et maintenant elle défile comme une héroïne ?» Il tituba jusqu'à son bureau, ouvrant des tiroirs et dispersant des papiers. Caché sous les contrats et les factures impayées, il y avait un revolver poli et froid. Il le regarda. Le poids du désespoir l'entraînait plus profondément dans l'obscurité. « Et si le monde ne me donne pas de respect, murmura-t-il, je le reconquérirai. » Mais même dans sa spirale, une lueur de peur rampa en lui. Il n'était pas seulement haï, il était tire-levant. Les investisseurs avaient tourné la page, les médias avaient couronné Clémence comme une survivante. Et la présence de Baptiste garantissait qu'elle n'aurait plus jamais besoin d'Antoine. Pour un homme dont la vie avait été construite sur le contrôle,
l'irrélevance était pire que la ruine. Il s'effondra sur la chaise, agrippant sa tête. Les souvenirs du rire de Clémence, sa main sur son bras dans leurs premiers jours, le hantaient. Pendant une seconde fugace, le regret perça son arrogance, mais il était trop tard. L'homme qu'elle avait aimé n'existait plus. Il avait été englouti par la cupidité il y a longtemps. Dehors, le tonnerre résonnait dans le ciel. L'éclair illumina son reflet dans la fenêtre. Il reconnut à peine les yeux vides qui le regardaient. Et tandis qu'Antoine s'enfonçait plus profondément dans le désespoir en murmurant des plans de vengeance, il ne réalisa pas que des forces bien plus grandes que sa rage s'alignaient. Des forces qui assureraient que sa chute serait permanente et l'ascension de Clémence imparable, un avenir brillant. Le salon de bal brillait sous des lustres de cristal qui goûtaient de lumière comme de l'or liquide. C'était le gala annuel de la Fondation Moreau, un événement où l'élite de la ville se réunissait en robe de soirée et smoking. Leur rire se mêlait aux douces notes d'un quatuor à cordes. Cependant, cette nuit-là, les yeux de personne ne s'arrêtèrent sur la décoration brillant tous les tours de champagne. Toute l'attention se tourna vers l'entrée où Clémence Dupont apparut au bras de Baptiste Moreau. Elle portait une robe fluide couleur saphir qui bougeait comme de l'eau autour de son corps. Un délicat collier de diamants captait la lumière à chaque pas, mais ce n'était ni les bijoux ni la robe qui captivaient la foule. C'était Clémence elle-même. Elle n'était plus la femme tremblante de la vidéo virale. Elle marchait avec composure, la tête haute, son fils en sécurité à la maison, sous les soins d'infirmière de confiance. Elle ressemblait à une survivante qui avait transformé sa douleur en une force indéniable. Baptiste, resplendissant dans un smoking noir, gardait sa main sur le bas de son dos. Non possessif, mais protecteur, fier. Il la guida à travers la mer de murmures et de flashs. Leur présence ensemble était une déclaration qui n'avait pas besoin de mots. Les journalistes clamaient derrière les cordes de velours. « Mais Clémence, comment vous sentez-vous d'être ici ce soir ?» Elle s'arrêta brièvement. Son sourire était tranquille, mesuré. « Ça ressemble à un début, » répondit-elle. À l'intérieur, les applaudissements éclatèrent lorsqu'ils entrèrent dans la grande salle. Des figures influentes se levèrent de leur siège, non pas pour Baptiste, mais pour elle. L'histoire de Clémence avait capturé les cœurs de toute la nation. Et cette nuit-là, elle se tenait non pas comme une victime, mais comme un symbole de résilience. Elle monta au podium. Baptiste parla d'abord pour remercier les invités. Pour soutenir le travail de la Fondation dans les refuges pour femmes et les soins néonatals. Puis, à la surprise de tous, il se tourna vers Clémence. « Il y a quelqu'un ici ce soir qui incarne ce qu'est la vraie force, » dit-il. Sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Son courage nous a inspiré non seulement moi, mais des millions de personnes. Clémence Dupont, voudriez-vous vous joindre à moi ? Des halètements parcoururent l'audience tandis que Clémence montait sur scène. Ses mains tremblaient, mais le geste rassurant de Baptiste la calma. Elle regarda la mer de visages, hommes et femmes puissants, journalistes, célébrités, tous attendant. Sa voix, douce mais résolue, emplit la pièce. Il y a 2 semaines, j'ai été laissé briser sur une piste, rejeté par la personne que je pensais me protéger le plus. Mais cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. La force ne vient pas de ceux qui nous abandonnent. Elle vient de nous relever après être tombés. La foule se pencha en avant, suspendue à ces mots. Je suis ici ce soir, non seulement pour moi, mais pour chaque femme qui a été réduite au silence, chaque enfant qui mérite un départ en toute sécurité, chaque famille brisée par la cruauté. Nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas invisibles, nous sommes dignes. Le salon éclata en applaudissements retentissants, beaucoup debout, les larmes aux yeux. Baptiste s'avança, son regard fixé sur elle avec une admiration indéniable. Et tandis que Clémence descendait de scène sous une ovation debout, elle le sentit. Ce fut le moment où son histoire passa de la tragédie au triomphe, et l'ombre d'Antoine Lefèvre était partie pour toujours. La nuit du gala était à peine terminée lorsque la nouvelle du dernier geste désespéré d'Antoine Lefèvre parvint à la ville.
Il avait fait irruption dans la presse avec une déclaration sauvage l'accusant, et Baptiste, de conspirer pour le détruire. Ces diatribes, la voix traînante d'alcool et d'amertume, furent diffusées en direct. Et en quelques heures, le monde rit de son effondrement. Autrefois un géant corporatif redouté, Antoine semblait maintenant un homme s'effondrant en public, s'accrochant à des mensonges que personne ne croyait. Le coup final arriva rapidement. Les enquêteurs fédéraux ouvrirent des enquêtes sur ces affaires frauduleuses, découvrant des années de détournement de fonds cachés. Ses biens furent gelés, son pantouse confisqué et ses soi-disant alliés l'abandonnèrent. Le témoignage de Camille, autrefois son bouclier, devint une dague. Elle révéla ses menaces, sa cruauté et sa manipulation aux autorités. L'homme qui s'était autrefois vanté que personne ne pouvait le toucher, était maintenant acculé, dépouillé de son pouvoir, de son argent et de son orgueil. Pendant ce temps, le monde de Clémence changeait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Avec le soutien de Baptiste, elle quitta l'hôpital pour une maison sereine, avec vue sur l'eau. Son fils, bien que fragile, prospérait. Ses petits pleurs étaient maintenant assez forts pour remplir ses nuits de musique plutôt que de peur. Elle décora sa chambre de bébé avec des bleus et des blancs doux. Chaque détail une promesse de la vie qu'elle lui donnerait. Baptiste fut là à chaque étape. Il n'était pas seulement le millionnaire à ses côtés. C'était l'homme qui berçait son fils à minuit. L'homme qui écoutait ses peurs sans juger. L'homme qui lui rappelait quotidiennement qu'elle n'était pas seule. Lentement, le cœur de Clémence guérit. Non pas parce que Baptiste l'avait sauvée, mais parce qu'il respectait sa force suffisamment pour la laisser se tenir debout par elle-même. Une nuit tranquille, tandis que le soleil se couchait et peignait le ciel de teintes de feu et d'or, Baptiste prit la main de Clémence. Son fils dormait paisiblement dans le berceau à ses côtés. « Je n'ai jamais cru au destin, pas avant la nuit où je t'ai vu dans cette tempête, » dit Clémence doucement, sa voix inhabituellement hésitante. « Tu ne me dois rien, mais si tu me le permets, je veux passer ma vie à prouver que toi et ton fils êtes tout ce dont j'ai jamais eu besoin. » Les larmes emplirent ses yeux, non de douleur cette fois, mais d'une joie qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. Elle agrippa sa main, la serrant fermement. « Et tu l'as déjà fait, Baptiste. Tu m'as donné quelque chose que je pensais perdu pour toujours. L'espoir. » La nouvelle de la sentence d'Antoine fut annoncée des semaines plus tard. Du temps en prison pour fraude, faillite déclarée, son nom réduit en cendres dans l'industrie qu'il avait autrefois régie. Il resta seul, oublié, une histoire d'avertissement sur la cupidité et la cruauté. Clémence, par contraste, se tint dans la lumière. Lors d'une conférence de presse de la Fondation Moreau, elle parla une fois de plus, son bébé dans les bras et Baptiste à ses côtés. « Ce n'est pas la fin de mon histoire, » dit-elle en souriant à travers les larmes. « C'est le début et aucune tempête ne peut nous l'enlever. » La foule éclata en applaudissements, leurs acclamations résonnant dans la salle. Et tandis que Clémence embrassait le front de son fils, les bras de Baptiste fermes autour d'elle, elle sut qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle méritait. Non seulement la survie, mais l'amour, la dignité et un avenir plus lumineux qu'elle n'aurait jamais rêvé. Commentez si vous avez aimé cette histoire et ce que vous pensez de Clémence. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Oui.